retrouve pour la deuxième fois, après avoir parlé de vos deux romans, Le Sépulcre de cristal et L'Antre du blafard. On va creuser plus en profondeur aujourd'hui le thème des vampires, qui est vraiment votre thème de prédilection. Alors, c'est vrai qu'il y a une infinité de modèles de vampires dans la littérature fantastique, des légendes roumaines aux mythes encore bien plus lointains, jusqu'aux Vampire Diaries récents ou Entretien avec un vampire. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est la caractéristique des vampires? Comment on peut les définir? Alors le vampire est par définition un mort qui revient à la vie. Et qui s'abreuve du sang des vivants pour perdurer dans le temps, pour garder son immortalité. Donc un monstre revenant qui nous vient, oui, effectivement, des mythes et du folklore de l'Europe de l'Est, essentiellement. Même si on retrouve dans différentes cultures certains monstres mythiques qui rappellent tout à fait le vampire, du moins dans sa forme, sinon moderne, dans sa forme, j'ai envie de dire, un petit peu ancestrale. Et donc, ces craintes médiévales et même avant ont donné donc naissance à un mythe qui s'est un petit peu cristallisé, on va dire, avec le conte Vlad Tepes l'Empaleur. Cepech, dit-on en roumain. Vous êtes la spécialiste. Vous pouvez nous rappeler son histoire, enfin, comment il en est venu à être le mythe premier du vampire, on va dire, ou celui qui est le plus connu chez nous? Alors il y a toute une évolution, c'est vrai que quand on parle de vampire, on pense au Dracula de Bram Stoker, qui est l'œuvre emblématique de la littérature vampirique par excellence, mais c'est un mythe qui a commencé à être développé en fait dès le XVIIIe siècle, puisque Dracula c'est fin 19e. Dès le XVIIIe siècle, il y a eu un intérêt certain pour le vampire parce que justement tout ce qui était ce folklore légendaire a commencé à passer dans une littérature très particulière, c'est-à-dire la littérature scientifique. La médecine s'est intéressée aux vampires, il y a eu plusieurs tentatives d'explication. Donc on a parlé à un moment d'une maladie d'aliénation en fait. Les victimes de vampires avaient tous le même descriptif, cette angoisse, cette douleur, une sensation de succion, qu'on leur prenait leur fluide vital. C'était associé donc à une personne morte qui était généralement une personne de la famille, un proche. Qui revenait donc pour hanter, et on disait que cette personne ou son âme venait s'asseoir sur la poitrine du proche pour pomper son fluide vital et l'entraîner dans son enfer. Donc tout ça, ça rentre dans la littérature scientifique dès le XVIIIe siècle. Vous avez en 1751 un traité des apparitions qui est rédigé par le bénédictin Augustin Calmet et qui, lui, pour la première fois, traite du vampire non pas comme un diable, non pas comme un fantôme, mais comme un véritable retour au corps. C'est-à-dire que pour la première fois, le vampire n'est pas associé à un revenant insaisissable, il le traite dans son entier, c'est-à-dire l'humain qu'il était revient tel qu'il est, c'est-à-dire corporellement, à peine changé. On lui trouvera des caractéristiques, voilà, la pâleur de la peau, le nez aquilin, les poils qui lui poussent dans les mains, enfin, il y a tout un tas de caractéristiques qui n'étaient pas du tout avant dans le folklore et dans l'image du vampire, que l'on voyait plus comme un monstre velu, poilu, qui était associé au diable. Même, on a de l'iconographie qui représente le vampire, effectivement déjà avec des crocs, mais aussi avec des cornes donc, et des ailes de chauve-souris, comme la vision traditionnelle qu'on a de Satan, tel qu'on le connaît dans l'iconographie d'aujourd'hui. Alors il y avait aussi certaines maladies qui peuvent expliquer aussi le comportement de certaines personnes qu'on a pu associer à du vampirisme, par exemple les personnes sensibles à la lumière du jour, les personnes. J'ai vu que la rage
la maladie de la rage provoquait des symptômes qui pouvaient s'apparenter à certains attributs qu'on associe habituellement. Tout à fait, parce que quand on a commencé à identifier le vampire comme une possibilité d'un revenant, on a trouvé des symptômes qui collaient à l'image très très vite. Et le problème, c'est que quand vous tombiez sur une pandémie comme les épidémies de peste, de choléra, de rage, comme vous dites, il fallait trouver un coupable. Et dans ces cas-là, il était tout trouvé de dire que si on déterrait la personne responsable de cette maladie, de ces pandémies, et qui commençait à infester une personne et après tout le village, eh ben, on stoppait la maladie. C'était une manière aussi pour les dirigeants, les bourgmestres à l'époque, puisque c'était des petites bourgades, d'éviter la panique en disant, bon, on a identifié le cadavre, effectivement, on voit qu'il est comme ci, comme ça, il y a toutes les caractéristiques, donc il y avait tout un rituel qu'on peut retrouver dans des archives, alors, même au jour d'aujourd'hui, quand on découvre des tombes, c'est arrivé il y a quelques mois, on a pu voir tous les rituels de défense contre les vampires qui avaient été mis en place. On a retrouvé notamment des cadavres avec une pierre dans la bouche, comme ça le revenant ne pouvait plus mordre. On a trouvé des cadavres allongés sur le ventre et non pas sur le dos. Parce que comme ça, quand il essaye de se relever pour revenir hanter les vivants, eh bien, il se relève, mais il s'enfonce dans la terre au lieu de pouvoir sortir de sa tombe. Enfin, il y a tout un rituel. Même chose, plus récemment, on a découvert des cadavres qui avaient une faucille en travers du cou, c'est-à-dire que si c'était un vampire et qu'il essayait de se relever, il se décapitait tout seul. Donc, je crois que le plus saisissant d'ailleurs dans ce genre de découverte, ça a été un cadavre d'enfant qu'on a trouvé avec des pierres, donc sur les mains, les épaules, toutes les articulations et sur la tête. Alors c'est intéressant parce que dans vos références, on va dire, enfin dans vos auteurs fétiches, on sait qu'il y a Anne Rice, et justement dans Entretien avec un vampire notamment, c'est une jeune enfant qui est devenue l'outil entre guillemets du vampire pour attirer un maximum de personnes, et on voit à quel point justement la figure de l'enfant qui est théoriquement sacrée est là complètement retournée entre guillemets. Oui, tout à fait. Alors, Anne Rice n'est pas la première à avoir traité de l'enfant, mais c'est vrai que c'est un sujet tout à fait délicat. Vous avez une anthologie des vampires qui s'appelle Dernière nouvelle de Dracula, où vous avez une nouvelle qui s'appelle Petite sœur ou bien, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui a entre 4 et 5 ans. On lui adopte une petite sœur de Roumanie qui a une malformation. En fait, elle n'a que les canines de sortie, c'est un bébé. Et le cousin lui raconte que c'est un vampire, qu'elle va prendre possession de son corps. Et la terreur de cet enfant par rapport au bébé qui essaye de grimper sur lui, qui fait que le jeune garçon va quand même assassiner sa petite sœur par crainte. Et voilà, donc c'est un sujet, l'enfance et le vampirisme, ça n'a pas été très très développé. Même Anne Rice a pris quand même une toute jeune fille, mais le thème du bébé a été quand même traité et de manière, je trouve, assez brillante dans cette anthologie. Si ça vous intéresse, c'est vrai que c'est très 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 perturbant. Oui. Et alors ça, c'est le côté vraiment effrayant du vampire, particulièrement lorsque c'est un enfant, mais il y a le penchant contraire, on va dire, c'est la fascination qu'exerce le vampire sur les humains, et ça c'est une constante. On parle presque d'hypnose, ou en tout cas de fascination irrépressible. Absolument, absolument. Le vampire a cela, a toute une aura de sensualité qui lui sert à séduire ses victimes. On le voit très bien dans le Dracula de Stoker. Lucie est complètement envoûtée. C'est elle qui, à partir du moment où elle est mordue la première fois, va rejoindre le vampire. Dans son sommeil, il y a des scènes absolument extraordinaires. Même quand il a la forme d'une bête.
Oui, alors pas dans le livre, hein. Ça c'est du Coppola, mais vous avez une scène par exemple dans le livre où le professeur Van Helsing raconte que Lucie, en train de dormir et ayant été transfusée déjà au moins une fois, histoire de la garder en vie, se réveille et resserre le collier d'ail autour d'elle comme pour se protéger, et dès qu'elle s'endort, en fait, elle tombe sous l'emprise de Dracula et elle essaye de retirer ce fameux collier qui est censé la protéger. Donc effectivement, le vampire a cette aura de sensualité qui s'explique tout simplement par sa forme aussi. On en parlait hier avec des lecteurs, pourquoi le vampire fascine à ce point et évoque le désir chez les femmes et craint des hommes, c'est parce que c'est quand même la seule forme de monstre et de revenant qui ressemble le plus à un humain. Le vampire n'est pas altéré, mis à part qu'il est exsangue, qu'il a les dents qui ont poussé et que dans sa forme moderne, il est très pâle, généralement avec un nez aquilin. Voilà, c'est la séduction, et il est devenu très vite, enfin du moins au XXe siècle, une figure très affirmée de la séduction dans la littérature et dans les films tels qu'on les voit aujourd'hui. Alors, malgré tout, c'est une figure qui a été déjà largement représentée aussi bien au cinéma que dans la littérature, aussi bien sur un mode humoristique que même aujourd'hui adolescent. Qu'est-ce qui explique qu'on continue à avoir cette fascination pour cette figure? Comment expliquer que l'attraction qu'on éprouve pour la littérature ou le cinéma de vampires reste intacte? Elle semble rester intacte au fil des décennies. Mais d'abord, c'est une figure qui évolue. Je veux dire, les codes ont été sans cesse renouvelés. C'est quelque chose qui est assez particulier, parce que c'est vrai que si vous prenez d'autres monstres, bon, ils ont leurs caractéristiques et ça ne bouge pas. Le vampire a évolué avec son époque. Dracula, qui est quand même une quête de pouvoir et de territoire à la base, pas du tout une histoire d'amour. Il séduit effectivement Mina, Lucie, mais ce sont des victimes pour lui. Il ne ressent pas du tout d'amour pour elle. Le cinéma a beaucoup contribué à changer aussi l'image du vampire. Le Dracula de Coppola est une adaptation tout à fait libre du roman, où on voit l'amour éternel, cette phrase extraordinaire qui dit « J'ai traversé des océans de mort pour vous retrouver ». Donc il y a les codes évoluent, le vampire évolue. De plus en plus de romantisme. Absolument, le romantisme s'est imposé au XXe siècle pour arriver à la littérature Beatley, la fiction paranormale amoureuse, avec en ce moment les romans qui pullulent et qui ont été sacralisés par le Twilight de Stephanie Meyer. Il y a un vampire une figure de vampire pour le coup qui vous... Peut-être pas qui vous agace, mais en tout cas à laquelle vous ne vous associez pas du tout, parce que c'est plus le vampire. Non, moi je me suis affranchie effectivement de tout ce qui est romance paranormale. Je les ai lus, hein, bien sûr. C'est une littérature qui a trouvé son public et qui a le mérite d'exister et qui a le succès qu'elle mérite, c'est très bien. Après, ce qui est très dérangeant, c'est que le vampire est dénaturé. Moi, je m'en suis affranchie parce que je trouve que le mythe est très très intéressant. Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous expliquer, il ne faut pas, sous l'étiquette folklore, oublier que tout ce qui est mythologie et légende est quelque chose qui a imprégné des générations et des générations. Le vampire était l'incarnation d'une peur ancestrale et d'un rapport à la mort tout à fait particulier. Et je pense que quand on parle de vampire, il ne faut pas oublier sa définition originelle, même si on peut, bien évidemment, par des soucis de création et de modernité, adapter les codes et en faire un personnage un petit peu plus moderne selon notre époque.
Alors, en l'occurrence, en termes de modernité, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a des gens aux États-Unis, il y a des groupes qui se sont créés et qui se revendiquent comme vampires encore aujourd'hui. Oui, effectivement. Alors j'ai vu, j'ai vu un documentaire effectivement là-dessus. Je veux vous dire que ça n'a pas, c'est pas étonnant dans le sens où le thème du vampire s'est quand même développé avec le roman gothique au 19e siècle. Donc tout le gothique, on connaît tous voilà, les caractéristiques, les vêtements noirs, la peau extrêmement pâle, un look particulier. Après, il faut faire quand même très très attention à ce genre de choses. Vous avez eu aussi, à mon époque, quand j'étais plus jeune, c'était le développement des jeux de rôle qui était quelque chose d'absolument extraordinaire. La mascarade, qui était la quête vampirique du jeu de rôle. Voilà, il faut avoir quand même un certain recul par rapport à ça, parce que nous avons connu dans notre histoire criminelle, pas tellement en France, mais notamment en Allemagne, des gens qui se sont pris pour des vampires, mais au point d'assassiner d'autres gens pour boire leur sang. Et alors on peut peut-être revenir quand même un petit peu à vos deux romans, Le Sépulcre de cristal et L'Antre du blafard, parce que donc, évidemment ce sont des romans autour des vampires et qui se déroulent à Paris. Est-ce qu'on peut lire un petit extrait? J'ai sélectionné un petit extrait que je trouve superbe, c'est dans L'Antre du blafard, qui donne un peu un rendu de ce que vous proposez au lecteur. Je peux vous proposer de le lire? Bien sûr. Ah oui, je vois, je le reconnais. Bon, alors. C'est déjà bon signe. Avec la tombée de la nuit, le fleuve était devenu noir. Pourtant, la disparition du soleil lui conférait cette magnificence toute particulière dont se parait également la capitale une fois le ciel éteint. Épuré de l'apparence malsaine qui était la sienne le jour, il sinuait fièrement entre les quais, dressé pour protéger les riverains de ses excès de colère. Les lumières de la ville constellaient ses flots épais de reflets argentés et dorés qui ondulaient avec lui au gré de ses courants. La nuit était devenue la pierre de touche de sa beauté, de sa puissance et de sa dangerosité, car nul ne pouvait s'y tromper. Sous le miroir lisse et chatoyant de sa surface se terraient des bas-fonds où pourrissaient les reliefs de tous les crimes les plus abjects que l'humanité avait pu imaginer. Au fil des siècles, ces eaux profondes avaient été gorgées d'immondices et de cadavres imbibés d'infections en tout genre. Le courant ne pouvant pas tout emporter, le lit du fleuve s'était infecté. L'odeur putride qu'il dégageait par endroits n'en était qu'une preuve supplémentaire. Quiconque chutait dans le fleuve se voyait, à moins d'un miracle, absorbé par le fond. Parfois une magnanime, les eaux boueuses crachaient le gisant prédigéré près de la berge. Mais le plus souvent, le malheureux était happé goulûment, le corps s'enfonçait jusqu'au fond de ses entrailles et ne réapparaissait plus. Quant à son âme, elle se perdait à jamais dans le tourbillon aqueux d'une malédiction ancestrale. Voilà, je trouve que ça résume bien le contenu de votre œuvre, à la fois le côté poétique, le côté très sombre, à la fois la beauté en surface et la putréfaction en profondeur, la malédiction, ça rend bien... je trouve que ça rend bien l'esprit de vos deux. Quels sont vos projets, Julie? On en a parlé vendredi, mais on peut le redire rapidement. Vous allez faire une suite à votre roman? Oui, alors L'Antre du blafard ayant eu un succès auprès de mes lecteurs, tant les anciens que les nouveaux, je vais faire paraître un tome 3. Peut-être l'année prochaine, lors du prochain festival de Gérardmer, si j'ai la chance de pouvoir revenir dans ce cadre exceptionnel où j'ai passé véritablement 4 jours extraordinaires au milieu de gens tout aussi exceptionnels, une aventure véritablement que je garde très précieusement comme l'un des plus beaux moments de ma carrière d'auteur. Eh ben, merci à vous, Julie.